Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, nous allons poursuivre la lecture du Petit Chose d'Alphonse Daudet. Et pour l'occasion, je vais vous chanter une chanson de trio qui a été inspirée par ce livre. Je vais essayer de la chanter du moins. On a tous nos intérieurs, nos petites choses, ce qui fait au fond de nous qu'on est tout de même quelque chose. Celui qui gratte ou qui se titille, celui qui dort ou qui se rhabille, le petit chose au fond de son âme, qui nous comprend ou qui se pavane. Arrête-toi et viens avec moi prendre un verre, on va parler, tu vas me dire et me défaire les nœuds rusés que tu as semés, mauvaises orties bien plantées. Allez, rentrons dans notre labyrinthe, viens, j'ai besoin d'aide. Voilà, c'était donc une chanson de trio inspirée de ce livre Le Petit Chose et qui se nomme donc Le Petit Chose. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, #VBN, lâchez vos avis, vos commentaires, vos idées, surtout pas sur ma façon de chanter cette chanson qui est très difficile à chanter, je vous le dis. Voilà, je vais donc poursuivre la lecture et je vous souhaite une bonne écoute. Chapitre 13. Les clés de Monsieur Viau. Comme je sortais du collège à grandes enjambées, encore tout émue de l'horrible spectacle que je venais de voir, la loge du portier s'ouvrit brusquement et j'entendis qu'on appelait. « Monsieur Essette, Monsieur Essette !» C'était le maître du café Barbette et son digne ami Monsieur Cassagne, l'air effaré, presque insolent. Le cafetier parla le premier. « Est-ce vrai que vous partez ? Monsieur Essette ? » « Oui, Monsieur Barbette, répondis-je tranquillement. Je pars aujourd'hui même. » Monsieur Barbette fit un bond. Monsieur Cassagne en fit un autre. Mais le bond de Monsieur Barbette fut bien plus fort que celui de Monsieur Cassagne, parce que je lui devais beaucoup d'argent. « Comment, aujourd'hui même ? » ?»« Aujourd'hui même, et je cours de ce pas retenir ma place à la diligence. » Je crus qu'ils allaient me sauter à la gorge. « Et mon argent ?» dit Monsieur Barbette. « Et le mien ?» hurla Monsieur Cassagne. Sans répondre, j'entrai dans la loge et tirant gravement à pleine main les belles pièces d'or de l'abbé Germane, je me mis à leur compter sur le bout de la table ce que je leur devais à tous les deux. Ce fut un coup de théâtre. Les deux figures renfrognées se déridèrent, comme par magie. Quand ils eurent empoché leur argent, un peu honteux des craintes qu'ils m'avaient montrées et tout joyeux d'être payés, ils s'épanchèrent en compliments de condoléances et en protestations d'amitié. « Vraiment, Monsieur Essette, vous nous quittez ? Quel dommage, quelle perte pour la maison. » Et puis des « oh, ah !» des « hélas !» des soupirs, des poignées de main, des larmes étouffées. La veille encore, j'aurais pu me laisser prendre à ces dehors d'amitié. Mais maintenant, j'étais ferrée à glace sur les questions de sentiments. Le quart d'heure passé, sous la tonnelle, m'avait appris à connaître les hommes. Du moins, je le croyais ainsi. Et plus ces affreux gargotiers se montraient affables, plus ils m'inspiraient du dégoût. Aussi, coupant court à leur effusion ridicule, je sortis du collège et je m'en allai bien vite retenir ma place à la bienheureuse diligence qui devait m'emporter loin de tous ces monstres. En revenant du bureau, des messageries, je passai devant le café Barbette, mais je n'entrai pas. L'endroit me faisait horreur. Seulement poussé par je ne sais quelle curiosité malsaine, je regardais à travers les vitres. Le café était plein de monde. C'était jour de poule au billard. On voyait parmi la fumée des pipes flamboyées, les pompons des chacos et les ceinturons qui reluisaient pendus au pater. Les nobles cœurs étaient au complet. Il ne manquait que les maîtres d'armes, que le maître d'armes. Je regardais un moment ces grosses faces rouges que les glaces multipliaient, l'absinthe dansant dans les verres, les carafons d'eau-de-vie tout ébréchés sur le bord. Et de penser que j'avais vécu dans ce cloaque, je me sentis rougir. Je revis le Petit Chose roulant autour du billard, marquant les points, payant le punch, humilié, méprisé, se dépravant de jour en jour.
et mâchonnant sans cesse entre ses dents un tuyau de pipe ou un refrain de caserne. Cette vision m'épouvanta encore plus que celle que j'avais eue dans la salle du gymnase en voyant flotter la petite cravate violette. Je m'enfuis. Or, comme je m'acheminais vers le collège, suivi d'un homme de la diligence pour emporter ma malle, je vis venir sur la place le maître d'armes, sémillant, une badine à la main, le feutre sur l'oreille, mirant sa moustache, fine dans ses belles bottes vernies. De loin, je le regardais avec admiration en me disant « Quel dommage qu'un si bel homme porte une si vilaine âme ». Lui, de son côté, m'avait aperçu et venait vers moi, avec un bon sourire bien loyal et de grands bras ouverts. « Oh, la tonnelle !»« Je vous cherchais, me dit-il. »« Qu'est-ce que j'apprends ? Vous... » Il s'arrêta net. Mon regard lui cloua ces phrases menteuses sur les lèvres. Et dans ce regard qui le fixait d'aplomb, en face, le misérable dut lui lire bien des choses. Car je le vis tout à coup pâlir, balbutier, perdre contenance. Mais ce ne fut que l'affaire d'un instant. Il reprit aussitôt son air flambant, planta dans mes yeux 2 yeux froids et brillants comme l'acier. Et fourrant ses mains au fond de ses poches d'un air résolu, il s'éloigna en murmurant que ceux qui ne seraient pas contents n'auraient rien qu'à venir le lui dire. Bandit, va. Quand je rentrai au collège, les élèves étaient en classe. Nous montâmes dans ma mansarde. L'homme chargea la malle sur ses épaules et descendit. Moi, je restai encore quelques instants dans cette chambre glaciale, regardant les murs nus et salis, le pupitre noir tout déchiqueté, et par la fenêtre étroite, les platanes des cours qui montraient leurs têtes couvertes de neige. En moi-même, je disais adieu à tout le monde. À ce moment, j'entendis une voix de tonnerre qui grondait dans les salles. C'est la voix de l'abbé Germain. Elle me réchauffa le cœur et fit venir au bord des cils quelques bonnes larmes. Après moi, après quoi, je descendis lentement, regardant attentif autour de moi, comme pour emporter dans mes yeux toute l'image de ces lieux que je ne devais plus jamais revoir. C'est ainsi que je traversai les longs corridors, à hautes fenêtres grillagées, où les yeux noirs m'étaient apparus pour la première fois. Dieu vous protège, mes chers yeux noirs. Je passai aussi devant le cabinet du principal avec sa double porte mystérieuse, puis à quelques pas plus loin, devant le cabinet de Monsieur Viotte. Là, je m'arrêtai subitement. Ô joie, ô délice. Les clés, les terribles clés pendaient à la serrure, et le vent les faisait doucement frétiller. Je les regardais un moment, ces clés formidables, je les regardais avec une sorte de terreur religieuse. Puis tout à coup, une idée de vengeance me vint. Traîtreusement, d'une main sacrilège, je retirai le trousseau de la serrure et le cachant sous ma redingote, je descendis l'escalier 4 à 4. Il y avait au bout de la cour des moyens, un puits très profond. J'y courus d'une haleine. À cette heure-là, la cour était déserte. La fée aux lunettes n'avait pas encore relevé son rideau. Tout favorisait mon crime. Alors, tirant les clés de dessous mon habit, ces misérables clés qui m'avaient tant fait souffrir, je les jetai dans le puits de toutes mes forces. Frinc, 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 frinc. Je les entendis dégringoler, rebondir contre les parois et tomber lourdement dans l'eau qui se referma sur elles. Ce forfait commis, je m'éloignai souriant. Sous le porche, en sortant du collège, la dernière personne que je rencontrai fut Monsieur Viotte. Mais un Monsieur Viotte sans ses clés, hagard, effaré, courant de droite et de gauche. Quand il passa près de moi, il me regarda un moment avec angoisse. Le malheureux avait envie de me demander si je ne les avais pas vus. Mais il n'osa pas. Et à ce moment, le portier lui criait du haut de l'escalier en se penchant. « Monsieur Viotte, je ne les trouve pas !» J'entendis l'homme aux clés faire tout bas. «
Oh mon Dieu. Et il partit comme un fou à la découverte. J'aurais été heureux de jouir plus longtemps de ce spectacle, mais le clairon de la diligence sonnait sur la place d'Armes. Et je ne voulais pas qu'on partît sans moi. Et maintenant, adieu pour toujours, grand collège enfumé, fait de vieux fers et de pierres noires. Adieu, vilains enfants, adieu, règlements féroces. Le petit chose s'envole et ne reviendra plus. Et vous, marquis de Boucoiran, estimez-vous heureux. On s'en va, sans vous allonger ce fameux coup d'épée, si longtemps médité avec les nobles cœurs du café Barbette. Fouette, cocher, sonne, trompette, bonne vieille diligence, fais feu de tes 4 roues, emporte le petit chose au galop de tes 3 chevaux, emporte-le bien vite dans sa ville natale pour qu'il embrasse sa mère chez l'oncle Baptiste et qu'ensuite il mette le cap sur Paris et rejoigne au plus vite Essette, Jacques, dans sa chambre du quartier latin. Chapitre 14. L'oncle Baptiste. Un singulier type d'homme que cet oncle Baptiste, le frère de Madame Essette. Ni bon ni méchant, marié de bonne heure à un grand gendarme de femme, avare et maigre qui lui faisait peur. Ce vieil enfant n'avait qu'une passion au monde, la passion du coloriage. Depuis quelques 40 ans, il vivait entouré de godets, de pinceaux, de couleurs et passait son temps à colorier des images de journaux illustrés. La maison était pleine de vieilles illustrations, de vieux charivari, de vieux magasins pittoresques, de cartes géographiques. Tout cela formait fortement enluminé. Même dans ses jours de disette, quand la tante lui refusait de l'argent pour acheter des journaux à images, il arrivait à mon oncle de colorier des livres. Ceci est historique. J'ai tenu dans mes mains une grammaire espagnole que mon oncle avait mise en couleur d'un bout à l'autre. Les adjectifs en bleu, les substantifs en rose, etc. C'est entre ce vieux maniaque et sa féroce moitié que Madame Essette était obligée de vivre depuis 6 mois. La malheureuse femme passait toutes ses journées dans la chambre de son frère, assise à côté de lui, et s'ingéniait à être utile. Elle essuyait les pinceaux, mettait de l'eau dans les godets. Le plus triste, c'est que, depuis notre ruine, l'oncle Baptiste avait un profond mépris pour Monsieur Essette, et que du matin au soir, la pauvre mère était condamnée à entendre dire « Essette n'est pas sérieux. Essette n'est pas sérieux. Ah, le vieil imbécile !» Il fallait voir de quel air sentencieux et convaincu il disait cela en coloriant sa grammaire espagnole. Depuis, j'en ai souvent rencontré dans la vie, de ces hommes soi-disant très graves qui passaient leur temps à colorier des grammaires espagnoles et trouvaient que les autres n'étaient pas sérieux. Tous ces détails sur l'oncle Baptiste et l'existence lugubre que Madame Essette menait chez lui, je ne les connus que plus tard. Pourtant, dès mon arrivée dans la maison, je compris que, quoi qu'elle en dît, ma mère ne devait pas être heureuse. Quand j'entrai, on venait de se mettre à table pour le dîner. Madame Essette bondit de joie en me voyant. Et comme vous pensez, elle embrassa son petit chose de toutes ses forces. Cependant, la pauvre mère avait l'air gênée. Elle parlait peu. Toujours sa petite voix douce et tremblante, les yeux dans son assiette. Elle faisait peine à voir avec sa robe étriquée et toute noire. L'accueil de mon oncle et de ma tante fut très froid. Ma tante me demanda d'un air effrayé si j'avais dîné. Je me hâtai de répondre que oui. La tante respira. Elle avait tremblé un instant pour son dîner. Joli le dîner. Des pois chiches et de la morue. L'oncle Baptiste, lui, me demanda si nous étions en vacances. Je répondis que je quittais l'université et que j'allais à Paris rejoindre mon frère Jacques qui m'avait trouvé une bonne place. J'inventai ce mensonge pour rassurer la pauvre Madame Essette sur mon avenir et puis aussi pour avoir l'air sérieux aux yeux de mon oncle. En apprenant que le petit chose avait une bonne place, la tante Baptiste ouvrit de grands yeux. « Daniel, dit-elle, il faudra faire venir ta mère à Paris. La pauvre chère mère s'ennuie loin de ses enfants. Et puis, tu comprends, c'est une charge pour nous. Et ton oncle ne peut pas toujours être la vache à lait de la famille. » Le fait est, dit l'oncle Baptiste, la bouche pleine.
que je suis la vache à lait. C'est l'expression de vache à lait. Cette expression de vache à lait l'avait ravi. Et il la répéta plusieurs fois, avec la même gravité. Le dîner fut long, comme entre vieilles gens. Ma mère mangeait peu, m'adressait quelques paroles et me regardait à la dérobée. Ma tante la surveillait. « Vois ta sœur, disait-elle à son mari. La joie de retrouver Daniel lui coupe l'appétit. Hier, elle a pris 2 fois du pain, aujourd'hui, 1 fois seulement. Ah, chère Madame Essette, comme j'aurais voulu vous emporter ce soir-là, comme j'aurais voulu vous arracher à cette impitoyable vache à lait et à son épouse. Mais hélas, je m'en allais au hasard moi-même, ayant juste de quoi payer ma route. Et je pensais bien que la chambre de Jacques n'était pas assez grande pour nous tenir tous les 3. Encore si j'avais pu vous parler, vous embrasser à mon aise. Mais non, on ne nous laissa pas seuls 1 minute. Rappelez-vous. Tout de suite, après dîner, l'oncle se remit à sa grammaire espagnole, la tante essuyait son argenterie. Et tous deux, ils nous épiaient du coin de l'œil. L'heure du départ arriva, sans que nous eussions rien pu nous dire. Aussi, le petit chose avait le cœur bien gros. Quand il sortit de chez l'oncle Baptiste et en s'en allant tout seul, dans l'ombre de la grande avenue qui mène au chemin de fer, il se jura 2 ou 3 fois, très solennellement, de se conduire désormais comme un homme et de ne plus songer qu'à reconstruire le foyer. Deuxième partie. Mes caoutchoucs. Quand je vivrai aussi longtemps que mon oncle Baptiste, lequel doit être à cette heure aussi vieux qu'un vieux baobab de l'Afrique centrale, jamais je n'oublierai mon premier voyage à Paris en wagon de 3e classe. C'était dans les derniers jours de février. Il faisait encore très froid. Au dehors, un ciel gris, le vent, le grésil, les collines chauves, les prairies inondées, de longues rangées de vignes mortes. Au-dedans, des matelots ivres qui chantaient, de gros paysans qui dormaient, la bouche ouverte comme des poissons morts, de petites vieilles avec leurs cabas, des enfants, des puces, des nourrices, tout l'attirail du wagon des pauvres avec son odeur de pipe, d'eau de vie, de saucisses à l'ail et de paille moisie. Je crois y être encore. En partant, je m'étais installée dans un coin, près de la fenêtre, pour voir le ciel. Mais à 2 lieues de chez nous, un infirmier militaire me prit ma place, sous prétexte d'être en face de sa femme. Et voilà le petit chose, trop timide pour oser se plaindre, condamné à faire 200 lieues entre ce gros vilain homme qui sentait la graine de lin et un grand tambour-major de champenoise qui, tout le temps, ronfla sur son épaule. Le voyage dura 2 jours. Je passai ces 2 jours à la même place, immobile, entre mes 2 bourreaux, la tête fixe et les dents serrées. Comme je n'avais pas d'argent ni de provisions, je ne mangeais rien de toute la route. 2 jours sans manger, c'est long. Il me restait bien encore une pièce de 40 sous, mais je la gardais précieusement pour le cas où, en arrivant à Paris, je ne trouverais pas l'ami Jacques à la gare et malgré la faim, j'eus le courage de n'y pas toucher. Le diable, c'est qu'autour de moi, on mangeait beaucoup dans le wagon. J'avais sous mes jambes un grand coquin de panier très lourd, d'où mon voisin l'infirmier tirait à tout moment des charcuteries variées qu'il partageait avec sa dame. Le voisinage de ce panier me rendit très malheureux, surtout le second jour. Pourtant, ce n'est pas la faim dont je souffris le plus en ce terrible voyage. J'étais partie de Sarlande, sans souliers, n'ayant aux pieds que de petits caoutchoucs, fort minces, qui me servaient là-bas pour faire ma ronde dans le dortoir. Très joli le caoutchouc, mais l'hiver, en 3e classe, Dieu, que j'ai eu froid. C'était à en pleurer. La nuit, quand tout le monde dormait, je prenais doucement mes pieds entre mes mains et je les tenais des heures entières pour essayer de les réchauffer. Ah, si Madame Essette m'avait vue. Eh bien, malgré la faim qui lui tordait le ventre, malgré ce froid cruel qui lui arrachait des larmes, le petit chose était bien heureux. Et pour rien au monde, il n'aurait cédé cette place, cette demi-place qu'il occupait entre la champenoise et l'infirmier. Au bout de toutes ces souffrances, il y avait Jacques, et il y avait Paris. Dans la nuit du second jour, vers 3 heures du matin, je fus réveillée en sursaut. Le train venait de s'arrêter.
Tout le wagon était en émoi. J'entendis l'infirmier dire à sa femme « Nous y sommes !»« Où donc ?»« Où donc ?» demandai-je en me frottant les yeux. « À Paris, parbleu !» Je me précipitai vers la portière. Pas de maison, rien qu'une campagne pelée, quelques becs de gaz, et ça et là de gros tas de charbon de terre, puis là-bas dans le loin une grande lumière rouge et un roulement confus, pareil au bruit de la mer. De portière en portière, un homme allait avec une petite lanterne en criant « Paris, Paris, vos billets !» Malgré moi, je rentrais la tête par un mouvement de terreur. C'était Paris. Ah, grande ville féroce, comme le petit chose avait raison d'avoir peur de toi. 5 minutes après, nous entrions dans la gare. Jacques était là depuis 1 heure. Je l'aperçus de loin avec sa longue taille un peu voûtée et ses grands bras de télégraphe, qui me faisaient signe derrière le grillage. D'un bond, je fus sûr de lui. Je fus sur lui. « Jacques, mon frère !»« Ah, cher enfant !» Et nos 2 âmes s'étreignirent de toute la force de nos bras. Malheureusement, les gares ne sont pas organisées pour ces belles étreintes. Il y a la salle des voyageurs, la salle des bagages, mais il n'y a pas la salle des effusions. Il n'y a pas la salle des âmes. On nous bousculait, on nous marchait dessus. « Circulez, circulez !» nous criaient les gens de l'octroi. Jack me dit tout bas, « Allons-nous-en. Demain, j'enverrai chercher ta malle. » Et bras dessus, bras dessous, légers comme nos escarcelles, nous nous mîmes en route pour le quartier latin. J'ai essayé bien souvent, depuis, de me rappeler l'impression exacte que me fit Paris cette nuit-là. Mais les choses comme les zones prennent la première fois que nous les voyons une physionomie toute particulière, qu'ensuite nous ne leur retrouvons plus. Le Paris de mon arrivée, je n'ai jamais pu me le reconstruire. C'est comme une vieille brumeuse que j'aurais traversée tout enfant, il y a des années, et où je ne serais plus retournée depuis lors. Je me souviens d'un pont de bois sur une rivière, toute noire, puis d'un grand quai désert et d'un immense jardin au long de ce quai. Nous nous arrêtâmes un moment dans ce jardin, à travers les grilles qui le bordaient. On voyait confusément des huttes, des pelouses, des flaques d'eau, des arbres luisants de givre. « C'est le jardin des plantes, » me dit Jacques. « Il y a là une quantité considérable d'ours blancs, de singes, de boas, d'hippopotames. » En effet, cela sentait le fauve, et par moments, un cri aigu, un rugissement sortait de cette ombre. Moi, serré contre mon frère, je regardais de tous mes yeux à travers les grilles et mêlant dans un même sentiment de terreur ce Paris inconnu où j'arrivais de nuit et ce jardin mystérieux. Il me semblait que je venais de débarquer dans une grande caverne noire pleine de bêtes féroces qui allaient se ruer sur moi. Heureusement que je n'étais pas seule. J'avais Jacques pour me défendre. Ah, Jacques, Jacques. Pourquoi ne t'ai-je pas toujours eu ? Nous marchâmes encore longtemps par des rues noires, interminables, puis tout à coup, Jacques s'arrêta sur une petite place où il y avait une église. « Nous voici à Saint-Germain-des-Prés, » me dit-il. « Notre chambre est là-haut. »« Comment, Jacques ? Dans le clocher ?»« Dans le clocher même. C'est très commode pour savoir l'heure. » Jacques exagérait un peu. Il habitait dans la maison à côté de l'église. Une petite mansarde au 5e ou 6e étage, et sa fenêtre ouvrait sur le clocher de Saint-Germain juste à la hauteur du cadran. En entrant, je poussai un cri de joie. « Du feu, quel bonheur !» Et tout de suite, je courus à la cheminée, présenter mes pieds à la flamme au risque de fondre les caoutchoucs. Alors seulement Jacques s'aperçut de l'étrangeté de ma chaussure. Cela le fit beaucoup rire. « Mon cher, me dit-il, il y a une foule d'hommes célèbres qui sont arrivés à Paris en sabots et qui s'en vantent. Toi, tu pourras dire que tu y es arrivé en caoutchouc. C'est bien plus original. En attendant, mets ces pantoufles et entamons le pâté. » Disant cela, le bon Jacques roulait devant le feu une petite table qui attendait dans un coin, toute servie. Voilà, c'est ainsi que se termine notre chapitre de ce livre. J'espère vous retrouver très prochainement pour la suite de la lecture et je vais vous
lire une petite citation, donc. Le prisonnier voit la liberté plus belle qu'elle n'est, d'Alphonse Daudet. Bonne soirée à tous.